Stéphane Brunufel, il a bien aimé Macron au salon de l'agriculture. T'as bien Non, aimé. mais je discutais avec des gens qui aimaient. Soit ils ont détesté complètement, ils ont trouvé ça ridicule comme truc. Moi, c'est marrant, ça m'a fait sourire. Parce que le type a mon âge, faut le rappeler quand même, il est de 77. Et là, il avait tout ce brouhaha. Et en fait, on se rend compte quand même qu'à un moment donné, il a retroussé ses manches. Et il a joué le jeu avec son vocabulaire. Ouais, mais Il s'est appliqué. Non, mais c'est Stéphane, t'es chef d'entreprise. Ouais. T'es chef d'entreprise. Si tu fais ça, t'es bluffé par même la connaissance des dossiers qu'il a. Enfin, c'est vraisemblable. Ok. Enfin, c'est préparé. Ok. Ouais. Oh non, quand le gars de l'interprofession de la viande, là, il débarque, franchement, les clauses miroirs, tout ça. Oui, mais le mec est président de la République quand même. S'il est là, c'est que c'est quand même pas. On en connaît 2-3 qui. Non, sérieux. Mais non, mais attends, revenons, parce que ça va être le sujet avec Paul, en fait. Ouais. Si tu fais ça, et qu'en fait, derrière, Je suis d'accord. ça ne marche pas, il ne se passe rien. Oh, mais alors là, pour le coup, t'as grillé toutes tes cartouches, tu comprends? Oui, mais c'est le président normal, quoi. Oui. On en a à chaque fois. Mais c'est en ça où, et ce sera la discussion qu'on aura avec Paul, c'est-à-dire que, ok, conversation courageuse, on met tout sur la table, on laisse pas aller le malaise, mais il faut que ça marche derrière, parce que sinon... C'est pour ça que je te dis, moi j'ai bien aimé la séquence. Ouais. C'est-à-dire que lui qui a quand même toujours cet amour du verbe et qui des fois est quand même très jupitérien, c'est-à-dire il n'est pas accessible, là le mec montre d'abord qu'il a une bonne connaissance et que quand il décide de parler aux gens, il a une capacité d'adaptation, il a été écouté. Ouais, mais il a fait le coup avec les gilets jaunes aussi, tu vois, il a beaucoup ça. Mais ça avait moins bien marché quand même avec les gilets jaunes. Non, c'était après, tu sais, le grand débat là. Là j'ai trouvé ça sympa parce que tu voyais ces mecs quand même, les agriculteurs ils s'étaient bien chauffés, c'est montagne. D'abord c'est des types qui ont des valeurs de respect et là il a rappelé qui était le patron, c'est juste ça que j'ai bien aimé. Maintenant tu as raison, un patron qui prend la main comme ça et qui derrière ne suit pas les actes, il perd ses et puis surtout tout ce qu'il dit est démenti par les faits, les gens en veulent pas, etc. Bon, allez. Et Bruno Le Maire, alors, épargne européenne, moi c'est vrai que ce que j'ai remarqué tout de suite, donc vite fait, l'argent des Européens dort au lieu de travailler pour la croissance, pour l'innovation, pour les entreprises, pour l'emploi. Voilà ce qu'a dit Bruno Le Maire. Il évalue le montant d'épargne sur le continent à 35 000 milliards d'euros, dont plus de 10 000 milliards dorment sur des comptes bancaires. Et pour faire travailler cet argent, Bruno Le Maire propose donc de créer un produit d'épargne européen. Lançons dès 2024 un produit dont nous définirons les caractéristiques, le rendement, avec les États volontaires qui le souhaitent. Amen. Ça t'inspire, Stéphane. Dis-moi un petit peu pourquoi ça t'intéresse. Alors, d'abord, première chose, ça existe déjà. Il faut savoir qu'il y a déjà un PEPP. Alors, je te passe l'anglicisme, le pan-européen, etc., Produx, machin que ça. Il y avait déjà un produit d'épargne européen, harmonisé juridiquement et vendable dans un certain nombre de pays d'Europe, je crois que c'est 18 sur 27. Le problème, c'est qu'il y a zéro harmonisation, ni sur la fiscalité, ni sur les commissions d'entrée, ni sur les taux de rendement. Donc en fait, chaque pays derrière utilisait ce produit et le mettait à sa sauce. Mais chaque pays, chaque banque, chaque cadre juridique... Attends, alors Stéphane, très clairement, je vais t'expliquer... Nous, ça rentre dans l'assurance vie ? C'est un concurrent. C'est un concurrent de l'assurance vie. L'idée de Bruno Le Maire derrière, c'est le plan d'épargne retraite. On le sait que son idée derrière, c'est d'avoir un mécanisme qui ressemblerait à un plan d'épargne retraite qui deviendrait européen pour de l'épargne qui, mécaniquement dans l'esprit des gens, serait investie pour longtemps, pour travailler sur, parce que c'est pour compléter ce qu'il a dit comme déclaration, l'innovation, la transition climatique, la formation, donc des vrais sujets fondamentaux qui normalement intéressent autant les Allemands, les Italiens, les Tchèques, les Néerlandais que les Français. Je suis d'accord. On n'est pas du tout sur la protection de sa défense, sur son aéronautique, non. Là, on est sur des sujets... Ou sur le financement de la dette, parce que c'est ça aussi évidemment le problème dès que les Français parlent d'argent. On n'est pas du tout là-dessus. Voilà, justement, comme on a tous compris que la dette, il n'y en a plus un qui pouvait s'endetter plus que les autres, parce que tous les pays sont à la limite de ce qu'ils peuvent faire, y compris les pays les mieux classés. Cette idée d'épargne européenne, elle est hyper importante. C'est un rêve doux, j'ai envie de te dire. Et comme tu sais que je suis un optimiste naïf, d'abord, j'ai trouvé sa démarche très intéressante. Dans l'heure, les Allemands ont dit « Attends, mon coco, on va aller doucement ». Les Autrichiens, il y en a certains qui ont dit « On va pas y aller trop ». Mais lui, il a dit « Alors, on fait quoi ? On attend ». Et là, ce qui est intéressant chez Bruno Le Maire, peut-être par vocation politique, bon, mais il y a un truc qu'il faut lui reconnaître, et je n'étais pas forcément très très fan de ce garçon, c'est que quand il prend les sujets à bras-le-corps, il ne les lâche pas. Il va au bout du truc et il se bagarre pour. Donc la bonne idée... Exemple taxe GAFA d'ailleurs, tout à fait. Quoi qu'on en pense. Là, il a reparlé d'une potentielle contribution sur les très hauts revenus de 0,0002 pour éviter que l'amortissement des économies qu'on doit faire ne soit porté que par les classes populaires. Je ne vais pas être favorable, moi, en tant que libéral, mais au moins le mec met le truc sur la table
Et ça, c'est pas compliqué, ça, de dire on va faire payer les riches, non, si tu veux. Le dire, ce qui est compliqué, c'est pas de le dire, justement, Stéphane, c'est de le faire. Oui, mais c'est très bien que ça, il ne pourra pas le faire. Mais au moins, il le met sur la table. Plus personne n'osait le faire. Ouais. Politiquement, apparemment, c'était compliqué. Je rappelle quand même que le mec était candidat aux primaires de la droite. Taxer les riches politiquement, c'est compliqué, non quand tu es un ancien UMP, c'est compliqué. Quand tu es censé être un ancien républicain. Stéphane, c'est plus simple. D'accord. Strauss-Kahn ou autre, mais bref. Bon, pour revenir à mon sujet. La problématique de l'Europe, et c'est très important, parce que ça ne concerne pas que les conseillers en gestion de patrimoine ou les conseillers financiers comme moi, ça concerne les banquiers, ça concerne les assureurs. Tous les gens qui font du conseil en placement et qui sont censés injecter l'argent des Français, d'abord pour leur rapporter de l'argent, mais aussi pour que ça serve. Dynamiser l'économie. Ouais, que ça donne du sens s'il y en a qui veulent donner du sens, ou que ça fasse de l'infrastructure, de la transition climatique, etc. Et ce produit qui existait déjà est l'exemple parfait de la non-harmonisation, une fois de plus, j'ai envie de dire, de l'Europe. Sauf que là, on parle, pour moi, le cœur du réacteur. Je suis peut-être tronqué par mon métier, mais pour moi, ce qu'il faut, c'est du financement. Dans n'importe quel projet, le problème de l'Europe par rapport aux mégapoles chinois, aux mégapoles États-Unis, dans ce sens-là, c'est qu'on ne peut pas les rattraper, on n'arrive pas à les suivre sur les semi-conducteurs, sur l'espace, sur le digital, parce qu'on manque de financement, ou en tout cas de fluidité. Donc son idée, c'est une très bonne idée. Elle existe déjà, ce produit est totalement inconnu. Puisqu'en fait, il n'est pas harmonisé. Est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, j'entends ce que tu dis. Hein. Et d'ailleurs, la récente interview dans Le Monde du patron de Mistral AI est très intéressante là-dessus. Pourquoi Microsoft ? Pourquoi des capitaux américains ? Bon, globalement, j'ai pas le choix. Mais ça, c'est le sujet que portait Fleur Pellerin à son époque, bien sûr, d'un Nasdaq à l'échelle européenne. Pas cette espèce de truc. C'est pour ça que je suis surpris de ta position, Stéphane, parce que ça fait aspirateur étatique, et c'est toujours ce mythe que l'État saura bien dépenser votre argent et saura bien allouer l'argent des Français qui dort. Force est de constater, le même Bruno Le Maire, dans le même temps quand même, il dit... Il y a quand même 25 milliards là, sur France Relance qui n'ont pas été dépensés. On va peut-être essayer de les gratter pour faire les fins de mois. Ça, c'est encore autre chose. Cette contradiction me gêne énormément. Non, c'est qu'il y a un mélange des gens. Attention, tu as raison. Il faut garder toujours... C'est un marché boursier européen. Oui, mais justement, c'est pour ça. Mais Stéphane, c'est pour ça que j'ai bien dit que l'idée derrière de Bruno Le Maire, il le dit. C'est un plan d'épargne retraite, c'est un PER. Ça veut dire que le PER, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un PEA. L'enveloppe fiscale, l'harmonisation juridique permet à n'importe quelle banque ou n'importe quel assureur de créer son propre produit. Donc ce ne sera pas un PEL ou un livret A, c'est-à-dire un produit qui est quelque part indirectement, et encore je dis une bêtise que le PEL n'est pas tout à fait conventionné, ce ne sera pas un livret A sur la caisse des dépôts, pour faire simple pour nos auditeurs. Non, là, chacun pourra créer son produit. La seule contrainte, non pas des États, mais de l'Europe, c'est de dire... Personne ne pourra faire du dumping fiscal plus qu'un autre, personne ne pourra proposer un rendement plus élevé que l'autre, et personne ne pourra flécher l'épargne sur autre chose que ça, ça et ça. Et peut-être que ce sera piloté par un commissaire européen derrière pour savoir quels sont les projets à financer. Et c'est là peut-être que là, t'es sûr. C'est peut-être que là, ça va déraper. Finir de tuer le truc, là. C'est pour ça que je te dis, c'est un doux rêve. Mais pourquoi je prenais ce sujet-là ? Parce qu'en face de ça, je ne veux pas être trop technique, mais en face de ça, les gens... Les clients que je vois, les épargnants qui pensent que les banquiers, les conseillers, on a des contraintes de régulation et d'harmonisation et de transparence de nos métiers qui sont énormes en France, mais aussi au niveau européen. Et ce qui est intéressant, le contre-coup de ce que fait Bruno Le Maire là, et on parle quand même du ministre des Finances de la France. Donc dans les pays, même s'ils ne viennent pas tous, à partir du moment où la France y va, derrière, tu vas quand même forcément avoir petit à petit les pays principaux de l'Europe qui vont suivre. En face, on a ce qu'on appelle la Retail Investment Strategy, qui est une régulation mise en place par l'Europe sur la transparence et la qualité des conseils, des frais qu'on prend. Si on prend des frais, il faut justifier pourquoi on prend des frais, etc. Bon, tout ça a été régulé. Donc c'est un règlement européen, mais qui n'a pas été enregistré comme un règlement. C'est une directive. Peut-être bien. Cette directive, elle doit être transposée dans chaque droit de chaque pays. Donc qu'est-ce que font chaque parlement ? Ils essaient d'alléger au maximum la directive selon leur façon d'aborder l'épargne. Donc en fait, ils déshabillent complètement. Donc là, le libéral que je suis se dit, on est dans un truc complètement débile, c'est qu'en fait, pour la première fois de ma vie, je me dis, on devrait pour de bon, en Europe, imposer un vrai règlement pour tout le monde. Parce que ça veut dire qu'une fois, pour une fois, enfin... Stéphane, en fait, au fond, et d'ailleurs Le Maire le disait,
au fond, tu peux pas faire ça si tu fais pas tout au bout de la chaîne d'abord le grand marché de capitaux et la fameuse union bancaire. Et la fameuse union bancaire, tu tournes, tu cours après, tu cours derrière depuis 2008, tu n'y arrives pas. Ouais, mais c'est pas ça je pense que malheureusement, Stéphane, et tu le sais, moi je vois des clients depuis des années. La carotte, c'est pas l'union bancaire en Europe. Le gros problème d'harmonisation, pour moi, principal, c'est la fiscalité. Le problème, c'est que les États ne sont pas d'accord sur la fiscalité. Ah bah oui. Et donc puis, tu ne pourras rien unifier et rien harmoniser tant qu'on ne sera pas d'accord sur le principe que sur certaines choses, peut-être pas sur tout, mais sur certaines choses, il ne devrait pas y avoir de concurrence fiscale entre les États européens qui donc sont censés se partager sur certains sujets régaliens des budgets communs. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, j'en sais rien, je te pose la question, de la concurrence fiscale justement sur la rémunération de l'épargne, sur la fiscalité des dividendes, etc. Évidemment, et elle n'est pas du tout... c'est où l'endroit le plus intéressant en Europe alors pour aller... Eh bien, figure-toi, c'est ce que j'allais te dire. Autant je peux te dire où est-ce que je peux payer le moins d'IS, c'est en Irlande, ça je peux te dire. Oui. Autant en placement, je ne le sais pas. Ouais, c'est ça. Je ne le sais pas. C'est qu'en fait, on n'est même pas dans une concurrence affichée. Les Italiens feraient du dumping. Parce qu'en fait, les Français ne vont pas investir dans des produits italiens. Donc en fait, il y a plein de partenaires français, des banques françaises, des groupes de gestion de patrimoine français, dont Primonial auquel j'appartiens, qui ont essayé, qui ont acheté des filiales à l'étranger, qui ont essayé de faire des produits d'investissement en Allemagne, en Italie. Les Français, ça leur plaît pas plus que ça. Jusqu'à ce qu'on puisse investir dans de l'immobilier à l'étranger avec une fiscalité moins élevée qu'en France. Et à ce moment-là, les Français investissent dans de l'immobilier étranger parce que la fiscalité est au Portugal. C'est ce qui se passe partout dans ces pays. Donc voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, typiquement, que Bruno Le Maire prenne les choses en main, ça merdera forcément, pardonne-moi de dire ça. Mais il va même rien se passer, Stéphane. Moi, ça donne une discussion intéressante. J'aimerais bien à un moment donné que se repenche ce sujet. Voilà. Mais pas sur la totalité de l'harmonisation fiscale, mais sur... Si tu veux, ils ont 2-3 enjeux devant eux. Les responsables européens, tu vois, des agriculteurs avec lesquels on a commencé notre discussion, jusqu'à Macron qui va envoyer des troupes en Ukraine. Si tu veux, il y a 2-3 trucs qui font que les 10 000 milliards là. Je le redis, ça n'est pas un produit commun, c'est pas une défense européenne, c'est pas une union bancaire, tu vois, c'est pas la PAC, c'est pas ça. Attention quand même à un truc. Alors là aussi, pardon, on va être très technique et je le dis d'un mot pour ceux qui suivent le sujet, mais c'est encore quand même un peu aujourd'hui une des pierres d'achoppement à la création de l'euro numérique. C'est cet argent qui dort là, ces dépôts bancaires, ils sont quand même en partie indispensables à la stabilité du système bancaire. Fondamentalement. Voilà. Ouais. Donc, après d'abord, j'aimerais bien savoir d'où vient le chiffre, mais ça bon. Voilà. Oh, je pense... Oui. Non, mais, j'imagine bien que la Banque Centrale Européenne agrège les informations. Je pense. Voilà. Donc ces 10 000 milliards... je ne sais pas combien de ces 10 000 milliards sont nécessaires à la stabilité du système bancaire, mais un certain nombre d'entre eux quand même. Stéphane, 5% de ces 10 000 milliards, c'est-à-dire ceux qui sont liquides, pas les 25 milliards qui sont dans des comptes qui rentrent dans les comptes. C'est là où je pense que tu fais fausse route. Le sujet, c'est le marché boursier. Le sujet, c'est des investisseurs en direct avec des entrepreneurs, des projets, des gars qui se regardent les yeux dans les yeux, des investissements qui y vont, derrière une cote et l'ensemble de la communauté financière qui investit pas, point à la ligne. Indirectement, et c'est pas compliqué à faire, ça. Indirectement, ça existe. Une des plus grandes places boursières mondiales s'appelle Euronext. C'est pas pour rien. C'est juste qu'en fait, les Européens, et en particulier les Latins, donc France, Italie, Espagne, Portugal, etc., sont pas des grands utilisateurs de la bourse pure. C'est ça. Là, ce serait la notion d'un produit qui est cadré. Euronext Venture pourrait être en fait le Nasdaq européen. Et indirectement, mais les Français préfèrent investir dans les crypto-monnaies que dans un PEA, donc on est loin quand même avant ça. Là, la notion de ce plan d'épargne serait un plan d'épargne qui c'est pas celui où tu vas faire du trading, c'est celui où sur 20 ou 30 ans, tu vas placer de l'argent sur de l'infrastructure, sur de l'innovation, sur des sujets qui ont un vrai sens, avec une fiscalité évidemment attractive, sinon ça ne marchera pas. Et au final, la grande question, mais ça c'est le libéral qui parle, c'est le fléchage de l'épargne. Grand emprunt de Nicolas Sarkozy, 2007, je crois. Mais c'est un emprunt. Il reste encore de l'argent. Non, mais il reste. C'est mal étudié. Bon, on est au bout, Stéphane. Merci. C'était bien. Mais tout ça est vivifiant. On y croit. Allez, les conversations courageuses tout de suite.